Mesdames et messieurs les journalistes, femmes et hommes de presse, l'actualité nationale se caractérise d'abord par la tenue réussie du 9e Forum de coopération Chine-Afrique, FOCAC en sigle, qui a désigné notre pays et notre président de la République à la coprésidence de cette instance pour un mandat de 3 ans, mandat qui court de septembre 2024 à septembre 2027. Dans le cadre des conséquences de ce forum, il est à noter que la Chine va allouer à l'Afrique une somme de 50 milliards de dollars américains environ, et ce sur une période de 3 ans, pour la mise en œuvre de 10 actions de partenariat devant permettre le développement de notre continent et sa modernisation. Ce succès diplomatique a été complété par les retombées de la visite d'État du président de la République en Chine, effectuée dans la foulée du FOCAC. Les parties chinoises et congolaises ont signé, dans ce cadre, une vingtaine d'instruments juridiques qui visent à consolider et développer nos relations. Ces accords couvrent des domaines aussi divers que l'agriculture, les infrastructures, la technologie et l'éducation. Ils ont pour objectif de stimuler les investissements, encourager l'innovation locale et créer des opportunités pour les populations congolaises, et ce, en contribuant au développement de notre pays. Mesdames et messieurs, l'actualité nationale a également été marquée par la tournée du Premier ministre chef du gouvernement dans les départements de Pointe-Noire et du Kwilu. Le Premier ministre y a notamment arpenté ce qui est communément appelé la boucle du Kwilu. Il a, à cette occasion, annoncé la construction d'un pont d'une longueur de 100 mètres sur la Numbi et le bitumage de 20 km de route entre Madingukai et Tiazalamu, ainsi que de 66 km de route en latérite. Ces travaux vont durer au total 18 mois et démarreront en janvier 2025. Le Premier ministre a également annoncé le démarrage de certains projets structurants, tels que la construction du barrage hydroélectrique de Sunda, engagement, comme vous le savez, du président de la République, pris devant les populations de notre pays. Le gouvernement, par le biais du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique, à cet effet, signé un protocole d'accord avec la société China Overseas Gyoxin Co. Limited pour le développement du site de Sunda en vue de la production de 600 à 800 mégawatts d'électricité. Il s'agit là d'une excellente nouvelle. Vous savez comme moi que le barrage de Sunda, avec celui de Cholet, fait partie des grands objectifs et jusque-là, hélas, des mythes qui structuraient notre action publique. Et là, nous avons enfin la concrétisation de ce projet tant attendu pour renforcer l'offre de production électrique. Les travaux de construction du barrage de Sunda vont démarrer à partir de janvier 2025 et devraient être achevés en juin 2030. Toujours dans ce secteur stratégique qui est celui de l'eau et l'électricité, il faut noter que pour le secteur de l'eau, le gouvernement met en œuvre, en coopération avec l'Italie, et c'est un des fruits des nombreux échanges entre le président de la République et Madame Meloni, présidente du Conseil des ministres d'Italie. Nous mettons donc en œuvre avec l'Italie ce qui est appelé le plan Mattei pour l'Afrique. Et pour ce qui concerne le volet congolais du plan Mattei, il faut noter que dans le cadre d'un plan triennal d'un coût total de 135 milliards de francs CFA, il y aura la mise en œuvre d'actions en faveur du renforcement de l'offre de l'eau dans notre pays. Ainsi, en 2025 seront construites des unités compactes de potabilisation d'eau, en abréviation Potabloc, qui desserviront, pour ce qui concerne Brazzaville, les quartiers Kibina, Kombe, Madibou, Mafuta, Machicha, Ngangalingolo, Tsangamani et les zones environnantes.
La phase 2 de ce plan, qui démarrera en 2026 et couvrira les arrondissements et quartiers de Mfilou, Kinsundi, Diata, Mayanga, OMS, Kimpomo, Patte-d'Oie, La Base, La Poudrière, Batignolles et l'OCH. Enfin, la phase 3, prévue pour l'exercice budgétaire 2027, concernera les quartiers Ngangoni, caserne militaire et les quartiers environnant la Tiémé. Dans le souci de rendre effective la fourniture d'eau pour les populations et en attendant l'exécution complète de ce plan Mattei sur 3 ans, le gouvernement, pour répondre à la carence de l'offre d'eau, va installer, dans les meilleurs délais, des infrastructures transitoires sous forme de forages industriels d'eau. Les premiers quartiers qui seront couverts et desservis par ces forages industriels d'eau seront l'OCH Mongali 3, le plateau des 15 ans, Diata, Batignolles et La Base. Mesdames et messieurs, continuant à balayer l'actualité nationale, il faut noter que dans le secteur de la santé, les services du ministère compétent ont commencé la distribution de kits permettant la mise en œuvre de la césarienne et d'autres interventions obstétricales majeures en faveur de certains centres de santé de notre pays. Il s'agit là de s'assurer, et comme on dit, tout va bien à celui qui sait attendre, il s'agit donc d'assurer enfin le caractère effectif de la gratuité de la césarienne consacrée par le décret du 29 juillet 2011. Mesdames et messieurs, notre pays a déploré le décès de 9 compatriotes à Nsa, une localité située à 72 km de Djambala, dans le département des Plateaux. 2 d'entre elles ayant été admises à l'hôpital de base de Djambala pour des soins qui, hélas, n'ont pas été concluants. Toutes ces personnes ayant apparemment consommé des produits agricoles visiblement non comestibles. J'évoque cette anecdote, ce fait divers, pour indiquer que le gouvernement ainsi que ses administrations déconcentrées, en l'occurrence la préfecture des Plateaux, se déploient au plus près et des besoins et de la détresse des populations. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi résumé quelques fragments d'actualité de ces derniers jours. Merci pour votre attention. Et à présent, à vous la parole. Edgar Boukilo, Brazzaville, Info de Sokaondi. Monsieur le ministre, Brazzaville coule sous des tonnes d'immondices à cause de la grève décrétée par Averda. Quel est le niveau de négociation entre le gouvernement et Averda pour que cette société reprenne le travail afin d'éviter d'exposer les populations aux maladies liées à la pesante de ces tonnes de déchets? Merci. Merci pour la question. Bon, il faut déjà savoir que les services de la voirie relèvent de la municipalité de Brazzaville et des différentes municipalités, Pointe-Noire, Dolisie et ailleurs. J'ai donc aujourd'hui, parce que bien entendu je m'attendais à une telle question, fait le point avec monsieur le maire, président du conseil municipal et départemental de Brazzaville, pour d'abord lui demander ce qu'il en était de la situation. Il m'a dit ceci: il y a eu un cycle de négociation entre les services de la mairie, la direction d'Averda et les syndicalistes. Ces discussions à ce stade n'ont pas encore abouti. Et effectivement, dans ces cas-là, nous déplorons l'état de la ville avec des immondices qui s'accumulent un peu partout, et cela n'est pas satisfaisant. Alors, aux dernières nouvelles, depuis ce week-end dernier donc, la municipalité a mis en place un service minimum en rassemblant un certain nombre d'engins, d'équipements pour effectuer un ramassage, mais malheureusement, compte tenu de l'étendue des immondices à collecter, les moyens qui ont pu être trouvés par la mairie sur le plan des équipements n'ont pas suffi. Alors je vous annonce aussi quand même que la direction d'Averda, de l'entreprise elle-même, a rejoint
le mouvement de service minimum mis en place par la mairie et depuis avant-hier soir a fait le nécessaire pour cette direction aussi, mettre des engins et des équipements sur le terrain pour compléter l'effort de la municipalité de Brazzaville. Et on espère au niveau du gouvernement que la négociation va mûrir et qu'elle aboutira à des solutions. Merci, Monsieur le Ministre. Je suis Ernest Machimi. Je pose mes questions pour Brazzanet. Oui. Voilà. La première question, c'est de savoir comment, à votre niveau, je parle du gouvernement, justifiez-vous et appréciez-vous la fuite des documents administratifs, parfois confidentiels, malgré l'interpellation ou le rappel à l'ordre du Premier ministre. Ça, c'est un. De deux, vous avez parlé des potes à bloc comme l'une des solutions à venir dans la résolution des problèmes d'eau à Brazzaville. Le gouvernement Makosso a-t-il tiré les conclusions de l'échec de cette première expérience à l'époque du ministre Ito Abrino? Est-ce que les leçons ont été tirées pour que cette fois-ci le potes à bloc donne réellement de l'eau aux populations de Brazzaville? Je vous remercie. Merci, Monsieur Dimi. Je vais commencer par la deuxième de vos interrogations. Très probablement que le gouvernement a tiré les leçons. Là, nous sommes dans le cadre d'un plan qui n'est pas uniquement congolais. Je vous ai expliqué que tout ça s'inscrit dans un cadre de coopération, de partenariat entre l'Afrique en général et l'Italie, dans le cadre du plan Mattei, et le Congo en particulier va bénéficier d'un certain nombre d'aides en partenariat avec ce pays. Donc nous avons bon espoir, bien entendu, que cette fois-ci, cette deuxième tentative soit plus fructueuse que la première. Et en tout cas, il faut répondre aux questions et aux défis d'adduction d'eau. Alors la question de la fuite des documents administratifs, Monsieur Dimi, ça devient un serpent de mer. Effectivement, c'est un serpent de mer. J'ai dit la dernière fois, vous m'aviez déjà, vous ou un autre, posé la question, partons d'abord, je dis bien partons d'abord du sentiment de responsabilité, de l'esprit qui doit animer les hauts fonctionnaires. Parce que si on a accès à un document confidentiel ou un document interne qui est transmis d'une administration à une autre ou d'un ministre à un autre, on parle de la haute fonction publique, on ne parle pas du chef de bureau, organe de base d'un ministère ou d'une administration. Et donc, en principe, quand on est nommé à ces hautes fonctions publiques, et souvent nous sommes nommés dans ces hautes fonctions, soit par décret du président de la République en Conseil des ministres, ou décret simple du président, voire par décret du Premier ministre. Donc ce n'est pas rien de bénéficier d'une nomination par les plus hautes autorités de l'État. Ça devrait, à mon avis, renvoyer ceux qui s'adonnent à la fuite de documents administratifs à leur conscience. On ne peut pas. C'est comme dans une équipe de football. Être dans une équipe, on est un défenseur qui doit empêcher l'équipe adverse de marquer des buts. Et en fait, on est mandaté ou on s'auto-mandate pour dire « moi, je vais marquer des buts contre mon propre camp ». C'est cela qui est le vrai problème. Et tant qu'il y aura une absence de la part de ces individus, de ces agents, de patriotisme, d'esprit de responsabilité, de respect de la déontologie des fonctions qu'ils occupent, parce que ces fonctions sont souvent assorties d'une obligation de réserve, voire d'un devoir de confidentialité. Le Premier ministre l'a rappelé en disant qu'il invite les administrations concernées à faire le nécessaire pour découvrir quels sont les auteurs de ces fuites et les traduire en conseil de discipline au niveau des administrations concernées. Donc nous devons d'abord rappeler cela. Maintenant, si vous voulez mon avis, je crois qu'on devrait, et c'est une réflexion à mener, accompagner l'appel à la conscience et à l'esprit de responsabilité de dispositifs techniques à l'intérieur de l'État pour identifier de manière totalement objective et technique les individus qui s'adonnent à cela et se rapprocher d'eux. Mais voilà, on a la preuve que vous avez diffusé, fait fuiter un document administratif de la plus haute importance. Mais je n'en dis pas plus, mais nous sommes en 2024,
vous comprenez bien qu'il existe probablement, et j'en suis même certain, des procédés qui permettraient à l'État de trouver à coup sûr ce qui s'adonne à cet exercice délétère. Je suis Gas Nzebi, j'interviens pour le compte de l'Agence congolaise d'information. Lors du deuxième numéro de la quinzaine du gouvernement, vous avez répondu à une question sur la prolifération de fake news dans l'environnement congolais. À ce jour, une rumeur circule sur les réseaux sociaux et évoque une situation qui vous impliquerait d'une part et l'une de nos consoeurs d'autre part. Quel commentaire en faites-vous? Bon, j'ai pas l'habitude de commenter les fake news, parce que commenter une fake news, c'est courir après le vent et courir derrière une chimère, ça sert à rien. Mais, en l'occurrence, je vais plutôt me placer du point de vue politique. J'ai fait le constat que depuis que nous avons lancé la quinzaine du gouvernement, c'est-à-dire le 12 et 13 août, le retour d'opinion que nous avons, c'est que notre population, grâce à cet outil que le gouvernement a mis en place, à la demande du président de la République, à la demande du Premier ministre, cet instrument permet à nos compatriotes d'être éclairés, édifiés, et parfois de comprendre que l'information première, information entre guillemets qui leur avait été communiquée, était non seulement erronée, mais parfois de mauvaise foi. C'est-à-dire une manipulation, une désinformation. Eh bien, je crois que certains ennemis de la République, qui considèrent que le gouvernement doit ne pas communiquer, doit rester dans une position d'accusé, de coupable passif, et quand le gouvernement ose, grâce à cet outil qui nous réunit déjà depuis plusieurs semaines, répondre, expliquer sa vérité, expliquer le sens de ses décisions, eh bien, il y a ces ennemis de la République qui ont décidé d'attaquer le gouvernement par la voix du porte-parole du gouvernement en se disant on va jeter comme ça quelques boules puantes, très puantes à leurs yeux, pour obscurcir le message du gouvernement. Et c'est là que vous avez vu, le 16 ou 17 août, sortir une pseudo-information sur le mensonge que le ministre de la Communication aurait proféré en intervenant à l'Assemblée sur les fameuses cellules de veille. Et là-dessus, j'ai une petite anecdote. Je crois que je suis intervenu à l'Assemblée plus d'un mois avant. Il a fallu que nous fassions la quinzaine pour que 4-5 jours plus tard, ces ennemis de la République sortent cette pseudo-information sur le mensonge du ministre. Donc je fais un lien évident entre notre quinzaine qui infuse dans l'opinion et les tentatives désespérées de nous égarer et de nous entraîner sur des chemins qui ne sont pas cohérents. La deuxième rumeur que vous évoquez, merci d'en parler, je ne l'aurais pas fait moi-même spontanément, touche également au même type d'objectif. Et ce qui est malheureux dans l'affaire, vous savez, nous, les hommes publics, les membres du gouvernement, nous sommes habitués aux attaques, parfois les plus virulentes, parfois en dessous de la ceinture. Mais ce que je trouve désolant, c'est d'avoir inventé une fake news qui touche une dame qui est d'ailleurs là présente. Madame Etoka Beka est là. Et sa présence même nous indique le caractère assez bizarre de cette fake news, dont le contenu semble dire qu'il y a des relations à couteau tiré entre la hiérarchie, le ministre, et puis une haute fonctionnaire de l'administration de la télévision nationale. Mais sa présence même, elle fait son travail, depuis la première quinzaine, elle est là, elle est bien présente. Peut-être aura-t-elle d'ailleurs une question pour monsieur le ministre, et pour donc le gouvernement. Donc vous voyez bien qu'il y a déjà là quelque chose de bizarre. Déjà, c'est pas très cohérent. La deuxième chose, quand on fabrique des fake news, il faut au moins les rendre vraisemblables, les rendre cohérentes. Essayer de trouver un scénario qui tienne la route. J'arrive au ministère de la Communication en août 2015. J'ai trouvé, entre autres, Madame Etoka Beka dans le personnel des journalistes et présentateurs du journal télévisé de notre chaîne nationale.
En 2019, nous perdons le regretté Borja Samba, et à ce moment-là, monsieur le directeur général de Télé Congo, ici présent, et moi-même, nous concertons. Je rappelle même l'anecdote pour que vous soyez édifiés. On se voit la veille de notre décision ou choix commun, et on se dit la même chose. Bon, on va réfléchir chacun de notre côté pour savoir qui nous proposerons à la succession du regretté Borja Samba. Et le lendemain, nous nous retrouvons. Monsieur le DG me pardonnera de rappeler l'anecdote, mais au moins, ça édifiera nos amis. On se retrouve le lendemain et je pose la question au DG, alors, vous avez réfléchi? Il me dit, oui, je pense à une dame. Je dis, bah, ça tombe bien, moi aussi. Vérifions si nous parlons de la même personne. Et il propose Madame Etoko-Abeka et moi-même aussi. Et à ce moment-là, nous engageons le processus de nomination. Mais personne ne nous a mis une épée dans les reins pour nous dire nommer, ne pas nommer, etc. Nous l'avons fait parce que Madame Etoko-Abeka est une journaliste d'abord compétente, est une grande figure de la télévision nationale, malgré son jeune âge. Et puis, nous considérions qu'elle remplissait les conditions pour être élevée à une fonction de direction centrale. Et elle a été nommée d'abord par le ministre par note de service, puis par le Premier ministre de l'époque, le défunt Premier ministre Clément Mwamba. Et en 2021, pour des raisons administratives, techniques, elle a basculé sur le poste de directrice des programmes. Alors, je crois qu'il ne faut pas réduire, et c'est ça que je trouve lamentable quand on fabrique une fake news de ce genre, au-delà des imputations qui sont des imputations dégradantes vis-à-vis du ministre, il ne faut pas réduire les jeunes dames au fait que la hiérarchie les nommerait pour des raisons scabreuses, alors qu'elles ont un talent. Et d'autre part, mettre en difficulté une dame dont je pense qu'elle a une vie de famille, qu'elle a probablement un compagnon et un conjoint, et des enfants, et donc la mettre peut-être en difficulté. Tout ça pour critiquer le ministre et donc détruire l'action communicationnelle du gouvernement à travers la quinzaine. Donc voilà tout ce que ça m'inspire. Le reste, comme je vous l'ai dit, s'il s'agit de dire que nous commettons les plus grands péchés du monde, eh bien, nous avons le dos assez large, nous les membres du gouvernement, pour en accepter l'augure. Alors je conclurai là-dessus, je vous inviterai peut-être à aller voir le dictionnaire sur le mot que je vais vous citer. Il s'agit là de calembredaine. Je suis Jean-Eudes Ganga, j'interviens pour le compte du site internet groupecongomedia.com. Monsieur le ministre, la vie sociale des Congolais aujourd'hui est particulièrement en difficulté en raison de la paupérisation, le mot, il faut le prononcer, qui est en train de toucher beaucoup de familles, la diminution drastique des ressources qui permettrait une bonne vie sociale. Quelle est la riposte? Quelles sont les mesures que le gouvernement préconise pour parer au plus pressé, en urgence, pour soutenir les populations congolaises qui sont dans des difficultés économiques et financières actuellement, et sociales? Ça, c'est la première. La deuxième, vous avez, il y a à peu près lancé une initiative qui s'appelle le Forum des médias que vous comptez organiser. Je voudrais en savoir là où vous en êtes, monsieur le ministre, concernant ce Forum des médias. Merci. Merci. On va commencer par la seconde question rapidement et l'évacuer. Nous avions fait une approche en termes de travaux préliminaires. Donc ça, c'est une gestion interne du sujet. J'ai mis en place un comité d'organisation. Nous avons un comité scientifique. Enfin, tout ce qui va permettre de tenir notre forum. Mais malheureusement, nous avons été un peu cassés dans notre élan par les difficultés budgétaires et financières que j'évoque depuis tout à l'heure. Pour la première question, elle est une vaste question. Vous demandez comment le gouvernement peut répondre ou répond au défi de la paupérisation des populations. Bon, vous employez un terme très fort. On va dire, pour reprendre un terme plus neutre, le défi de la vie chère, d'abord, et le défi de l'insuffisance, souvent, de revenus de nos compatriotes par rapport au coût de la vie.
Parce que paupérisation, on est dans une vulgate qui est plutôt marxiste-léniniste. Je parlerai plutôt donc du défi à relever par rapport à ces difficultés au quotidien. Je crois que le gouvernement utilise un certain nombre de leviers. Je vais en rappeler quelques-uns. Il y a d'abord les leviers liés à la gestion des populations vulnérables. Nous avons, à l'instar d'autres pays, mis en place des mécanismes, je vous en cite un, l'Isungi, qui a permis d'identifier les foyers les plus vulnérables dans notre pays et qui a permis de les traiter. Et je crois que l'Isungi, ma collègue des affaires sociales, en a obtenu quelque part la continuité et la continuation à travers des mécanismes mis en place avec la participation des organismes des Nations Unies qui sont compétents en matière d'aide sociale et d'action humanitaire, et puis avec des partenaires techniques et financiers comme la Banque mondiale. Donc voilà un des outils qui est utilisé. Autre outil, c'est la lutte contre la vie chère. Vous savez que depuis le déclenchement notamment de la guerre en Ukraine, le monde a connu une distorsion et quelques dysfonctionnements dans la gestion du flux commercial au niveau international. Et comme vous le savez également, l'Ukraine est un des greniers agricoles du monde. Et donc face aux défis liés à la guerre et à l'impossibilité ou la difficulté plus grande d'assurer les flux, notamment des denrées alimentaires, la conséquence a été une inflation plus importante. Là, le gouvernement, depuis 2022, s'attache à régler les questions liées à la lutte contre la vie chère. Le deuxième outil de lutte contre l'inflation, la vie chère et les conséquences de tous ces événements, c'est le renforcement, l'augmentation de l'offre de production de produits alimentaires. Et vous voyez que le ministre Ngobo assure de manière concrète, sans grands mots et sans envolée lyrique, le développement de cette offre à travers ces zones agricoles. Il en déploie régulièrement, de mois en mois, d'année en année, sur notre territoire national. Et nous avons des percées comme ça qui permettent, sur certains produits, je l'ai rappelé la dernière fois, des percées qui renforcent la production. Et sur ces produits dont la production est renforcée au niveau national, vous voyez qu'il y a tout de suite une conséquence sur le contrôle des prix et de ces denrées alimentaires et autres intrants agricoles. Donc, voilà un autre outil. Toujours sur les questions de lutte contre ce que vous avez appelé la paupérisation, disons les difficultés croissantes de nos populations. Parlons de la modification des termes de référence du plan national de développement 2022-2026 avec le Conseil des ministres du 7 juin, on en avait déjà parlé, où le gouvernement a pris un certain nombre de mesures qui sont en cours d'implémentation et qui vont permettre de renforcer les politiques pro-jeunes en matière d'emploi, en matière d'employabilité, c'est-à-dire dans les capacités que nous avons à amener les jeunes vers l'emploi et les conditions liées à l'environnement économique pour que des grands projets ou des micro-projets permettent à nos jeunes de bénéficier d'activités génératrices de revenus. Voilà, en quelques mots, les quelques axes de politique qui sont mis en place par le gouvernement pour répondre à la problématique que vous évoquez. Lucien Martial, j'interviens pour le compte de RFI. L'inauguration du barrage d'Imbulu en 2011, ce barrage avait été présenté comme une panacée face aux coupures. Aujourd'hui, vous parlez d'un enfant qui n'est pas encore né, il s'agit de Sunda. Je ne vous demande pas l'imagination, mais je souhaiterais quand même obtenir de vous quelques commentaires. Qu'est-ce que Sunda pourrait nous apporter? Et à ce jour, est-ce que le coût de construction du barrage de Sunda est connu? Deuxième question, j'aimerais évoquer le FOCAC. Vous avez parlé de 50 milliards que l'Afrique va bénéficier de la Chine au cours des 3 prochaines années. Qu'est-ce que le Congo attend de la Chine au cours des 3 prochaines années? Je fais notamment allusion à la dette du Congo vis-à-vis de la Chine. Si ma mémoire est bonne, il y a 3 ans, cette dette s'élevait à 1300 milliards de francs CFA. Est-ce qu'à ce jour, le Congo fait des efforts pour réduire cette dette?
Merci, monsieur le ministre. Merci. Bon, pour ce qui concerne la deuxième question d'abord, qu'est-ce que nous attendons du FOCAC? Bon, il faut savoir quelle est la nature des mécanismes de gestion et d'administration de ce partenariat entre l'Afrique et la Chine. Comme vous le savez, le président de la République a eu l'honneur d'être désigné par ses pairs, parce que ce n'est pas une désignation qui vient du ciel. Ce sont les présidents africains qui, par consensus, ont dégagé l'idée que pour succéder au Sénégal, le Congo était le pays qui répondait le plus aux critères du moment. Donc c'est déjà quand même une première victoire. Ça veut dire que pendant 3 ans, d'ici jusqu'au mois de septembre 2027, le Congo sera aux premières loges de la mise en œuvre des différents projets panafricains ou locaux, c'est-à-dire dans chacun des pays concernés, vont permettre d'utiliser cette enveloppe de 50 milliards de dollars qui n'est pas une mince affaire et pas une petite enveloppe. C'est déjà, du point de vue de notre pays, dans ses dimensions, montrer que l'honneur qui est fait, qui relève très probablement aussi et surtout de la dimension personnelle du président de la République, est un grand honneur. Le Sénégal, qui est le pays coprésident sortant, peut en témoigner. Le Sénégal peut en témoigner, monsieur Loïcia Martial, parce que pendant les années qui ont été celles du mandat de ce pays, de cette coprésidence, il y a eu à la fois la définition et l'exécution de certains projets panafricains, et comme on dit toujours en bon français, il y a eu le droit de l'œil, c'est-à-dire la possibilité pour le coprésident, le pays qui copréside, eh bien, d'orienter certains des budgets de ces enveloppes, là en l'occurrence pour nous ça sera 50 milliards, vers des projets locaux et des projets nationaux. Donc il y a là déjà une approche qui est tout à fait positive. Maintenant, vous essayez de mettre un peu de poil à gratter sur le fait que le Congo, la dette, etc. Bon, mais de vous à moi, Loïcia Martial, de vous à moi, la Chine est un pays, un grand pays, dont les dirigeants ne font pas du sentiment. C'est-à-dire qu'ils agissent selon les intérêts bien compris de leur pays d'abord, et ensuite, avec l'esprit d'ouverture qui les caractérise, en ayant des partenariats avec nos pays africains respectifs, qui soient des partenariats qui tiennent compte aussi de la volonté de chacun des partenaires, eux d'un côté, les pays africains globalement de l'autre, et le Congo en particulier vis-à-vis de la Chine, qu'il y ait un minimum de sérieux dans les approches. Et vous pensez que si nous n'étions pas sérieux, que s'il y avait encore des questions brûlantes liées à la dette, qui existe, la dette existe, on ne l'a pas apurée en quelques semaines ou en quelques jours, mais vous pensez que s'il y avait une sorte de manque de sérieux, nous aurions été désignés à la coprésidence? Je ne crois pas. Je crois que nous aurions été blackboulés. Sur Sunda, vous demandez dans quelle mesure le fait qu'on ait considéré Imboulou et tous les ouvrages de production d'énergie, d'électricité, vous parlez quelque part d'échecs relatifs, qu'est-ce qui ferait que dans le cadre de Sunda, nous serions plus confiants? Bon, d'abord, vous demandez le coût. Nous sommes dans des coûts qui sont effectivement importants. Et quand on construit un barrage, c'est pas un bâtiment de 2 étages, c'est un barrage, c'est un grand ouvrage de travaux publics, même des grands travaux. Eh bien, on a un coût qui est élevé, qui peut tourner autour d'environ 1300 milliards de francs CFA, avec la nécessité d'assurer, dans le partenariat avec cette entreprise chinoise dont j'ai parlé tout à l'heure, et je ne rentre encore une fois pas dans les mécanismes de financement, puisque ces mécanismes sont huilés avec ces grands partenaires que sont nos amis chinois. La production attendue est quand même comprise entre 600 et 800 mégawatts, c'est pas rien. L'autre jour, nous avions rappelé
les besoins en termes d'énergie électrique, et on voit bien qu'on va démultiplier notre capacité, notre offre de production. Alors, qu'est-ce qui nous rendrait plus optimistes aujourd'hui que ce qui a été fait dans le passé? Bon, d'abord, vous le savez, nous avons entamé depuis 2003 des réformes liées à la gouvernance du secteur. Les textes sont là. Nous avons depuis 2021 une approche beaucoup plus pragmatique encore de la gestion du service public de l'électricité, ainsi que de l'eau d'ailleurs. Cette approche pragmatique consiste à dire on ne va pas confier à une seule unité, en l'occurrence ex-SNE, Société Nationale d'Électricité devenue ECAREC, le soin de gérer l'ensemble du système et l'écosystème de fourniture d'énergie électrique. Il y a d'abord la nécessité, je l'ai rappelé aussi la dernière fois, de détacher les questions d'offres, donc de production, et de les confier, pour ce qui concerne les barrages, les centrales et toutes les énergies alternatives que nous pouvons fabriquer et produire, à des partenaires dans le cadre de concessions, ou en tout cas de dispositifs liés au partenariat public-privé. Parce que nous considérons, et les Congolais l'ont constaté, que notre opérateur public n'avait, hélas, ni la capacité financière, ni parfois peut-être la capacité tout court d'assurer la gouvernance de l'ensemble du système. La deuxième chose, et le deuxième défi que nous sommes en train de relever, c'est celui des réseaux de distribution. Nous l'avons évoqué là également, la dernière fois. Et j'ai donné les détails qui concernent, je ne reviens donc pas sur ces aspects-là. Et enfin, et c'est là le dernier étage de notre fusée qui concerne la gouvernance de notre secteur électrique, c'est la capacité pour l'opérateur public, qui lui doit fournir au consommateur final, c'est-à-dire à vous, à nous, à moi, à tout le monde, l'énergie électrique. En l'état, il n'inspire souvent pas confiance aux partenaires et investisseurs potentiels qui pourraient nous accompagner et développer ces capacités, à lui, notre opérateur public. Et d'autre part, il ne dispose pas toujours des ressources idoines pour assurer de manière optimale sa mission. Et je vous informe donc que le gouvernement arrive à la phase finale de la réforme de ECAREC. Il y a un processus avec des protocoles d'accord qui ont été conclus, et en tout cas une démarche qui va conduire à la désignation d'un fermier, c'est-à-dire d'un opérateur de droit privé qui va prendre possession de la gestion de ECAREC et être le partenaire, au nom de l'État et de l'intérêt général, le partenaire de tous ceux qui vont gérer les différents segments de l'écosystème électrique. J'ai parlé de l'offre, donc les barrages, etc. Là également, c'est du privé qui entre, et puis les différents partenaires qui frappent à la porte. Et ce que je peux vous dire, parce que j'en ai parlé avec le ministre Wosso, depuis que la perspective de l'arrivée d'un fermier, donc d'un gestionnaire privé de ECAREC, est inscrite dans les perspectives presque immédiates, eh bien, il y a beaucoup d'investisseurs qui frappent à la porte. C'est-à-dire qui disent, non, nous allons accompagner l'effort de l'État pour assurer la gestion du service public de l'électricité, et notamment la fourniture d'une électricité de bonne qualité à nos compatriotes. Aline Francet-Tokabeka pour la télévision nationale. Monsieur le ministre, tout à l'heure, vous nous avez signifié que le gouvernement avait pris à bras le corps, en tout cas, cette mesure de la gratuité de la césarienne. C'est que la population congolaise salue, bien évidemment. Alors, il y a un problème qui reste quand même pendant, celui des évacuations sanitaires. Il y a quelques années, le président de la République avait pris l'engagement de doter tous nos départements des hôpitaux de qualité. Et aujourd'hui, le constat qui est fait est que, même si le processus est encore en cours, les hôpitaux qui sont déjà érigés manquent de plateaux techniques adéquats pour prendre en charge les malades de manière assez effective. Alors, qu'en est-il en tout cas de l'effectivité de la dotation de nos hôpitaux des plateaux techniques de qualité pour qu'enfin cesse peut-être cette situation d'évacuation sanitaire qui impacte beaucoup notre budget?
et qui crée aussi beaucoup de polémiques, hein, ce qui n'arrange pas le gouvernement et les populations. Jusqu'à quand assisterons-nous à cela? Et quand on est malade, surtout quand c'est une maladie assez grave, il faut forcément penser à l'étranger. Et pour ceux qui n'ont pas de moyens, c'est déjà fatal. Mais parlons des évacuations sanitaires. Pour ceux qui regrettent un temps passé et qui considèrent que le gouvernement actuel, les autorités actuelles sont illégitimes, ne font pas les choses dans l'ordre, les évacuations n'ont pas commencé sous le président Sassou, 2 ou 3. Elles ont commencé depuis toujours. Nous avons grandi dans ce pays. Nous avons toujours entendu, souvent, « Ah tiens, un tel a été évacué. Un tel va être évacué. » Donc ce sont malheureusement des choses qui sont liées parfois à la nature complexe de la maladie qui fait souffrir le patient et qui souvent n'est pas possible d'être traité dans notre pays, dans les considérations techniques qui sont les nôtres, et qui oblige malheureusement à l'évacuer. Donc ce n'est pas quelque chose qui est inventé par le gouvernement Collinet-Makosso pour sortir de l'argent. Ça déjà, il faut qu'on soit cohérent. Ensuite, le courrier dont nous parlons, c'est-à-dire la demande par le ministre de la Santé à son collègue des Finances de programmer des dépenses qui ont déjà été engagées. On ne programme pas des choses qui sont dans le vide et qui sortent du néant. Si aujourd'hui je quitte la salle et j'écris au ministre des Finances en lui demandant de bien vouloir programmer quelque chose, la première chose qu'il va me demander, si je programme le paiement, où est le dossier? C'est-à-dire, comment il est constitué, il est où, il a quelle référence? Donc ce sont des choses qui sont montées en amont. Ce sont des choses qui font l'objet d'une instruction rigoureuse. C'est quoi un dossier d'évacuation? C'est d'abord le constat médical. On a un malade qui ne peut pas être traité tel quel au Congo. On a ensuite, dans le dossier du malade, l'obligation que nous trouvions là où il va aller un hôpital d'accueil. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un établissement hospitalier là où il doit aller, qui accepte de le recueillir, de dire non, nous allons accueillir monsieur Mongala qui est malade, s'il n'y a pas ça dans le dossier s'arrête. Il faut que cette condition préalable, l'état de santé, qui est un état de santé qui ne peut pas être résolu ici, la désignation et l'acceptation d'un hôpital ou d'un établissement hospitalier à l'étranger pour l'accueillir. Ensuite, la demande faite à la famille du patient de remplir un certain nombre de critères pour le remboursement d'une partie des frais induits. C'est une condition nécessaire là également. C'est-à-dire qu'on dit à la famille, en fait, on avance pour vous un certain nombre de frais à charge pour la famille qui doit se concerter, probablement désigner parmi les membres de la famille qui disposent de revenus, ceux qui vont être amenés à assurer le remboursement de la part qui revient à la famille. En fait, nous appliquons aux évacuations le même principe que la sécurité sociale, c'est-à-dire la part qui revient au patient. Et le reste, c'est l'État qui fait. Après que cela soit vérifié, le dossier suit son cours et obtient les visas des différents ministères qui vont justifier qu'au bout de la chaîne, on programme le dossier. Voilà ce que c'est qu'un dossier d'évacuation sanitaire. Alors, ça c'est la froideur du dossier, c'est-à-dire que ça peut prendre du temps, c'est-à-dire beaucoup de temps, parfois même des mois. Alors quand vous avez un malade qui est intubé, c'est-à-dire qu'il est pas conscient souvent, peut-être dans un semi-coma, en tout cas il est en danger de mort. Il est en danger de mort. On fait quoi? Que font les autorités sanitaires, puisque nous savons qu'on doit aboutir à une évacuation? Elles vont dire non, on va attendre la fin du circuit pour que dès qu'on aura fini, peut-être dans 6 mois, ce malade qui est en réanimation ici, dans une formation sanitaire de la place, soit finalement évacué. Ben, on aurait perdu, dans l'exemple précis qui est celui des 5 patients qui étaient sur ce document, on les aurait tous perdus apparemment. Puisque si on demandait leur évacuation, c'est qu'ils n'étaient pas en bonne santé. C'est QFD, c'est ce qu'il faut démontrer. On les aurait perdus.
Alors que se passe-t-il dans ce cas-là? Et c'est pour ça que je dis que quand on met à la disposition des populations, quand on jette en pâture des documents, ayons quand même la décence de leur expliquer ceux qui font ça, parce que ce n'est pas nous qui l'avons mis en ligne. Ceux qui décident de le mettre en ligne, comme ils sont de mauvaise foi, ou parfois ils ne comprennent pas eux-mêmes, ou parfois ils veulent nuire. Mais dans tous les cas, ça crée l'émotion dans l'opinion. Et donc là, il est du devoir du gouvernement de rétablir les faits. Donc que fait-on? On a un dossier qui peut prendre des semaines, voire des mois. On a un malade en urgence sanitaire et en urgence vitale, qui peut mourir s'il n'est pas évacué là. Eh bien, on recourt, parce que nous sommes un gouvernement. Donc la plus haute personne morale dans un État, c'est le gouvernement, qui dit aux partenaires avec lesquels il travaille sur ces dossiers d'évacuation, ben écoutez, engagez-vous. Mais ces partenaires l'acceptent parce qu'ils disent, bon, on travaille habituellement avec ce pays. Il faut savoir aussi que sur la sous-région Afrique centrale, il n'y a pas 32 compagnies qui procèdent aux évacuations par avion médicalisé. Parce que l'évacuation par avion, on ne monte pas quelqu'un dans un jet, il est assis, il regarde la télé dans le jet, c'est pas ça. C'est un avion qui ressemble au service de réanimation dans lequel le malade était avant qu'on l'évacue. C'est un avion médical, c'est en quelque sorte une ambulance volante, avec tous les outils médicaux qui permettent de prendre en charge le malade dans le vol. Et quand vous voyez un malade en situation d'urgence, parfois absolue, donc il est intubé, il a l'oxygène, il a tout ce que vous voulez, vous savez comme moi que quand on est en l'air, à quelques milliers de mètres d'altitude, là-bas, il y a des considérations liées à la pressurisation. C'est-à-dire, un malade, parfois, on vous dit il n'est pas transportable par avion. C'est parce que tout simplement, on sait que le choc qui va être le sien quand l'avion sera à 4000, 5000, 6000 mètres va être fatal pour lui. Donc, toutes ces considérations prises en compte, l'urgence, la nécessité d'un vol médicalisé, peut-être l'absence de finalisation du dossier d'évacuation, amène le gouvernement a anticipé et il a les partenaires qui permettent d'anticiper. Donc ces partenaires disent oui, on embarque le malade, sinon il va mourir. Et quand le malade est embarqué, ben, le dossier suit son cours. Et dans ce cas-là, le dossier a suivi son cours. Malheureusement, au milieu, il y a eu 2 des patients qui malheureusement ont perdu la vie. Alors on met ça dans la rue pour dire, vous voyez, Congolais, ces gens-là sont tellement des voyous qui vont se faire rembourser des frais pour un malade qui est déjà mort. Donc, il n'y a plus rien à faire. Mais si, il y a quelque chose à faire puisqu'il a été évacué avec des partenaires qui ont avancé les frais. Ils vous ont envoyé l'avion, ils ont mis du kérosène dedans, ils ont mis du personnel d'encadrement, ils ont mis de l'énergie, de l'oxygène, de tout ce que vous voulez dans l'avion pour que le malade survive au transport. Donc, il ne faut pas les payer parce que le malade est mort. Est-ce que nous sommes sérieux? Est-ce que nous sommes sérieux? Je ne crois pas que ceux qui ont mis en ligne ce document aient bien même compris sa signification. Voilà ce qu'il en est du dossier des évacuations sanitaires. Merci, je suis Michael Gatté, je parle pour le compte de Focus Média. Tout de suite, j'ai envie de vous féliciter, monsieur le ministre. Vous parlez assez fort, avec aisance. Hier, certainement, monsieur le ministre est aussi amoureux du ballon rond. Hier, les Congolais n'ont pas pu suivre le match de la Ligue des Champions. Moi, je ne suis pas féru du ballon rond. Certainement, il y a eu 2 matchs. Je ne sais pas s'il y a un peu plus. Ouais. Donc, les Congolais n'ont pas pu suivre ces matchs. C'est une question qui vous concerne directement. Vous gérez le secteur des médias. Qu'est-ce qui ne marche pas? Parce que Canal+ a cliqué sur cette question en grande pompe sur les médias. Certains Congolais ont dû acheter les abonnements sur cette publicité, sur ces questions-là. Alors, qu'est-ce qui ne marche pas réellement? Dites-nous, les Congolais ont besoin des réponses. On va commencer par la seconde question. Il faut savoir que les questions liées au droit de diffusion du sport sont des questions mondiales. L'ordre mondial de la diffusion des événements sportifs ne dépend pas du Congo. Donc quand vous dites la question me concerne, oui, elle me concerne comme le ministre du secteur, mais je n'ai à titre personnel ni au nom du gouvernement aucune interaction possible parce que ça ne se passe pas avec les directeurs généraux de StarTime en local, ni le directeur général de Canal+ en local. Ça se passe au niveau de la gestion de l'écosystème de diffusion des événements sportifs.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur les droits de diffusion du sport, le problème, il est mondial. Il est mondial. Vous allez aujourd'hui dans n'importe quel État, y compris les plus nantis, vous avez une difficulté majeure. Nous, quand on grandissait, quand on était tous les plus jeunes, on recevait gratuitement sur nos médias les événements sportifs les plus connus, la Coupe du Monde, éventuellement les Jeux Olympiques, l'Euro, la CAN, enfin tout ce que vous pouvez imaginer comme grandes compétitions internationales. Mais au fur et à mesure que l'évolution du business du sport a été au cœur des préoccupations des entreprises de médias et de fourniture de ces événements, eh bien, on a constaté que le coût d'accès, le prix, le tarif, l'abonnement pour un État, pour une télévision, devenait de plus en plus coûteux. Et si vous n'arrivez pas, en tant qu'État, à payer ces droits de diffusion, eh bien, vous n'avez pas la compétition. Et dans la caricature, même si la compétition avait lieu chez vous, et que vous n'êtes pas capable de payer les droits, vous ne pourriez même pas la diffuser, vous n'auriez pas le droit. Et si vous tentez de forcer, en mettant même vos caméras, parce que c'est à Massamba Débat ou au stade de Kintélé, vous mettez vos caméras, vous les mettez à 15h, vous commencez à diffuser le match, à 15h15, l'opérateur va occulter le signal, et surtout va probablement mettre le Congo sous embargo en disant c'est fini, vous ne diffuserez plus aucune compétition sportive. C'est comme ça que ça se passe, ça s'achète, y compris si c'est même chez nous. Vous aurez remarqué également qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on a une restriction de plus en plus grande d'accès à des événements. Par exemple, nous avons beaucoup parmi nous qui sommes des amoureux, pour un certain nombre de réminiscences historiques, de l'équipe de France de football, les Bleus. Je crois que depuis plusieurs années, vous constatez que sauf dans certaines compétitions que nous acquérons, que nous achetons, compétitions du type Euro, etc., vous ne voyez pas les matchs de l'équipe de France. Si vous vous mettez sur les chaînes qui diffusent ces matchs, TF1 par exemple, pour ne pas la nommer, quand il y a un match de l'équipe de France, on n'a pas les droits à mettre à votre disposition pour que vous accédiez au match. Eh bien, cette tendance capitaliste qui consiste à faire que c'est des petites entreprises qui font de l'argent, des diffuseurs qui font de l'argent, basés parfois en Suisse, comme par hasard, ou basés dans certains pays africains, je vais vous dire autre chose tout à l'heure sur le sujet, eh bien, si vous n'acquérez pas les droits, vous ne les avez pas. Alors Canal+, comme les autres, a été victime de cet événement et de cette cherté qui est de plus en plus grande. Canal+ était pour l'Afrique, parce que le problème n'est pas que congolais, hein, il est africain. C'est-à-dire que ce n'est pas Canal+ Congo qui n'a pas les droits, c'est Canal+ Afrique qui n'a pas eu tous les droits de la Ligue des Champions. Et ça a été un grand témoin hier. Moi, je suis un grand supporter de certaines équipes qui hier ont joué. Et surtout, je suis un passionné, comme beaucoup d'entre nous, des matchs de la Ligue des Champions. On se faisait une joie de dire « Ah, on va enfin avoir la grande compétition internationale ». Et hier, on ne l'a pas eu. Et ça a créé l'émoi. Il y a eu des grandes équipes comme le Real Madrid qui ont joué hier et on n'a pas vu les images. Et vous ne les trouverez ailleurs, nulle part ailleurs. Alors, l'explication de Canal, c'est ça coûte trop cher, on n'a pas pu acheter toute la Ligue des Champions, donc on a acheté une partie. Donc, d'après ce que j'ai cru comprendre, ce soir, nous aurons la journée du mercredi, la soirée du mercredi. Donc, ce soir, il y aura les matchs de ce jour. Donc, jusqu'à la fin de la Ligue des Champions et à la phase éliminatoire directe, c'est-à-dire les quarts de finale, les demi, etc., nous n'aurons pour la Ligue des Champions européenne que la journée, la soirée du mercredi. Celle du mardi, quelle que soit la qualité des affiches, on n'y aura pas accès. Je laisse à Canal+ le soin de vous donner les offres peut-être alternatives qu'elle peut formuler en tant qu'entreprise. Je ne suis pas le directeur marketing de Canal, je ne suis pas là à faire leur publicité, à dire d'avance ce qu'ils comptent faire pour pallier la difficulté, mais semble-t-il, ils vont tenter de pallier la difficulté.